Vous avez déjà évidemment entendu parler du marketing territorial. Car vous qui écoutez le décodeur de la communication, vous savez pertinemment que communication et marketing sont cousins, voire frères et sœurs. Vous savez ce que c'est qu'un territoire, mais entre nous, savez-vous réellement ce que c'est que le marketing territorial ou le marketer, comme on dit dans les milieux autorisés? Eh bien, petit Vénard, vous avez beaucoup de chance car je vous ai trouvé le spécialiste en France du marketing territorial en la personne de Marc Thébault, fondateur de Marc Thébault Conseil et ancien DIRCOM en collectivité publique. Dans cet épisode du décodeur, Marc va vous expliquer évidemment ce que c'est que le marketing territorial. Il ne va pas vous donner pour autant une méthodologie, car sachez-le, il vient de publier il y a quelques semaines Repenser l'attractivité des territoires chez Territorial Édition, et vous allez voir que ce pavé de 200 pages, alors 200 pages c'est pas grand chose de prime abord, sachez-le néanmoins, c'est du costaud, voire du très costaud, et c'est une véritable bible. Pour autant ce n'est pas une méthodologie pénible à appliquer, non, bien au contraire, vous verrez, nous allons parler de narratif, nous allons parler évidemment des parties prenantes, et vous le verrez, c'est absolument passionnant. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'ai vécu sur beaucoup de territoires en France, dont la Bretagne, et je vous avoue que les territoires, ça me parle. Mais vous verrez, et vous le comprendrez, je les aime au travers d'une certaine spécificité. Je n'en dis pas plus, et je vous laisse écouter cet épisode consacré au marketing territorial avec Marc Thébault, qui a écrit Repenser l'attractivité des territoires. Très très bonne écoute en compagnie de Marc. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marc. Salut Laurent. Comment ça va? Très bien, sous le vent de la tempête Benjamin, mais sinon ça va. Eh ben justement, alors j'allais le dire, nous sommes le 23 octobre, jour où nous enregistrons. Il y a une tempête qui passe sur la France et particulièrement sur ton territoire. Tu as vu comme je le souligne, le mot territoire? Absolument. Et je t'en sais gré. Oh, je t'en prie. Justement, tu n'as pas trop de soucis par chez toi? Non, c'est pas sur le Calvados que ça souffle le plus fort, donc ça va. Alors justement, pourquoi est-ce que j'ai souligné le mot territoire? C'est très simple. Tu as commis un nouveau livre. Alors, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, le nom de ce nouvel ouvrage paru chez Territorial, s'il te plaît? Absolument, chez Territorial Édition, il s'appelle Repenser l'attractivité des territoires avec un sous-titre vers un marketing territorial plus sensible. Eh bien voilà, alors on va parler de marketing territorial, vous l'avez bien compris, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis aussi nous présenter tout simplement et nous donner une définition du marketing territorial? Parce que aussi bien marketing que territorial, ce sont des mots que l'on comprend parfaitement, mais le marketing territorial, je ne suis pas convaincu que beaucoup de gens qui écoutent le décodeur sachent nécessairement de quoi il en tourne. Bref, je me tais, je te laisse te présenter et puis nous donner ta définition du marketer. Ok, donc je suis Marc Thébault, j'ai œuvré une trentaine d'années dans les collectivités, plutôt dans la communication publique, mais aussi au service de l'attractivité, en particulier pour Saint-Étienne Métropole, et mon dernier poste était à Caen-la-Mer, à la communauté urbaine Caen-la-Mer, où j'ai pendant 4 ans animé la mission attractivité. Et après avoir fait valoir des droits à la retraite, j'ai une petite activité de conseil et d'enseignant et de formateur et un peu de conférencier, notamment sur ces sujets d'attractivité. Alors, félicitations. Alors, quand tu dis une petite activité, bon, je crois que tu es beaucoup trop humble, hein. En tout cas, tu es très, 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 très occupé. Je te remercie d'être revenu pour la je ne sais combienième fois dans le décodeur. Et justement, le marketing territorial. Tu disais que tu étais à Caen-la-Mer dernièrement, tu étais à Saint-Étienne, tu as aussi travaillé en région parisienne à Issy-les-Moulineaux. Donc, tu connais parfaitement nos territoires. Et qu'est-ce que c'est que le marketing territorial? Eh bien, le marketing territorial, pour faire simple, c'est un ensemble de principes et de méthodes pour se mettre au service de l'attractivité des territoires et tenter d'attirer un certain nombre de richesses matérielles ou immatérielles dont les territoires estiment avoir besoin.
L'objectif, c'est quoi finalement? C'est d'attirer aussi bien de futurs habitants ou des gens qui reviennent d'ailleurs, pourquoi pas dans leur région d'origine. Est-ce que c'est attirer également des entreprises, puisque quand je pense richesse en tant qu'entrepreneur comme toi et moi, on pense à l'entreprise qui crée de la richesse. Qu'est-ce que c'est plus exactement, Marc? Il y a 3 grands types d'attractivité. Les territoires peuvent se lancer dans de l'attractivité résidentielle, donc rechercher de nouveaux habitants. Il y a aussi l'attractivité économique qui a souvent 2 volets. Assez traditionnellement, c'est plutôt le volet de prospection de nouvelles entreprises à faire venir sur son territoire. Mais c'est aussi, et notamment depuis le Covid et depuis qu'on a beaucoup constaté un changement de rapport au travail, quelque chose autour de l'emploi et du recrutement des entreprises locales. Donc, on a besoin d'attirer des savoir-faire, des talents, enfin voilà, des personnes qui répondent aux besoins des entreprises. Et puis la troisième attractivité, là encore de manière assez traditionnelle, c'est l'attractivité touristique. Mais évidemment, on s'est aperçu qu'on n'avait rien à gagner à travailler en silo et que, bien sûr, chacune de ces attractivités peut nourrir l'autre et que si je prends juste l'attractivité touristique, et un certain nombre de territoires jouent là-dessus, on s'aperçoit que pas mal d'habitants ou d'Île-de-France ou de grands centres métropolitains qui souhaitent changer de région aimeraient vivre et travailler là où ils ont passé de bonnes vacances. Ça veut donc dire que même sur les activités, une fois de plus, classiques d'un office de tourisme, le fait de délivrer des informations sur des potentialités d'emploi, des potentialités de carrière et sur la qualité de la vie quotidienne et pas uniquement sur l'offre touristique est assez indispensable pour que chaque touriste reparte aussi avec des informations et pourquoi pas se dise, voilà, j'ai visité, ça m'a plu et en même temps, j'ai des opportunités éventuellement de logement, de carrière, d'emploi, donc je peux peut-être réfléchir à une implantation pérenne sur ce territoire. Si j'ai bien compris, Marc, l'attractivité territoriale, ce n'est pas que du tourisme. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ça de prime abord. Avec justement l'Office du tourisme qui dit « Regardez à quel point notre région est magnifique ». Et puis, c'est aussi parfois traduit. Moi qui vis à Paris, tu y as vécu toi aussi à Paris il y a quelques années. Oui, je suis parisien d'origine. Ouais. Eh ben, félicitations, ça arrive à des gens bien. Moi qui suis toulousain. Mais au-delà de la blague, il y a souvent, tu sais, dans le métro, ces fameuses campagnes qu'on voit toujours au printemps, donc dans pas très longtemps pour nous, des fameuses affiches 4x3 dans le métro qui disent chez nous il n'y a pas de problème avec le périph' ou il n'y a pas d'embouteillage. Je trouve que ce sont des campagnes, alors un peu d'attractivité du territoire, alors c'est peut-être un peu ancien et un peu ringard, mais je trouvais que c'était vraiment d'une nullité effarante. Et en fait le marketing territorial, ce n'est pas que ces campagnes de communication que je trouve moi très faibles, ça n'engage que moi, c'est bien plus de choses au final, c'est extrêmement complexe au final. Oui, et le défaut d'approche des collectivités sur ces sujets, c'est que très souvent, ça se réduit à une approche purement promotionnelle et en gros purement de communication. Donc on a le sentiment que pour promouvoir un territoire, il suffit, comme tu le dis, de faire une campagne de 12 mètres carrés dans le métro. Et d'ailleurs, ces campagnes sont très rarement évaluées. On ne connaît pas exactement les chiffres quant à un impact réel de ces campagnes en dehors des arguments diffusés par le réseau d'affichage du métro qui fait son taf et dit qu'il y a tant de millions de personnes qui passent devant vos affiches tous les jours. Et on a même l'impression, ce qui est assez paradoxal, c'est que si un territoire fait ses campagnes, parfois c'est plutôt pour faire une communication interne au territoire pour dire regardez comme on fait bien notre travail, regardez ce qu'on a fait à Paris dans le métro. Mais je suis assez d'accord avec toi. Peu de campagnes qui sortent du lot. Et en gros, on voit tellement, comme tu le dis, à l'approche des grandes périodes de vacances, et principalement d'été, ce type de campagne, que j'ai le sentiment qu'elles s'annulent les unes les autres et que c'est noyé dans la masse. Je reviens à quelque chose de fondamental. Et tu en parles évidemment dans ton livre. C'est qui les parties prenantes? Parce que tu parlais de ton métier de communicant public, tu es aujourd'hui dirigeant de ton entreprise, Marc Thébault Conseil, je le rappelle. Il y a qui finalement dans une campagne
de communication, non pas une campagne de communication, mais justement quand on a une démarche, de marketing territorial, qui est inclus? Il y a évidemment les élus, ça, il n'y a pas de souci, et ce ne sont pas un élu, mais plusieurs. Mais il y a qui d'autre? Parce que quelque part, il peut y avoir aussi des bisbilles, puis des frottements, et c'est peut-être ça aussi qui fait que, allez, on va prendre la partie immergée de l'iceberg, on a des campagnes de communication pas très sexy, comme tu viens de le dire, et qui ressemblent plus à regarder ce qu'on a fait à Paris, nous les provinciaux. Oui, alors je crois qu'il faut vraiment totalement changer de paradigme. On n'est plus dans une approche de communication, on est dans une approche de marketing. Et là, clairement, le service public et le secteur public n'a qu'à regarder ce que fait le secteur marchand depuis, j'allais dire, des décennies, voire plus, en matière de marketing, parce que la voie a été largement défrichée, les principes ont été posés, il y a des analyses, il y a des réflexions, il y a un certain nombre de choses dont on sait qu'elles fonctionnent, d'autres dont on sait qu'elles fonctionnent pas. Et en particulier, parmi tout ça, il y a une mobilisation globale de l'entreprise autour de ce que la direction du marketing a prévu. Pour les collectivités, c'est exactement la même chose. La collectivité, elle a à animer une démarche qui est par essence collective, qui va, et c'est là que ça devient évidemment complexe, parce que la gouvernance va être beaucoup plus sophistiquée que si c'est simplement un élu qui s'adresse à une seule direction de sa collectivité. Et l'idée, c'est de pouvoir regrouper à la fois au sein de la collectivité toutes les directions qui sont concernées par le sujet d'attractivité. Et quand je parlais du tourisme, de l'économie ou du résidentiel, on voit bien qu'il y a au moins 3 acteurs qui sont concernés en interne. Et puis, il y a toujours en interne, là pour le coup au territoire, les habitants. Parce que une démarche d'attractivité, elle a besoin d'être expliquée, elle a besoin d'être présentée. Il y a à faire beaucoup de pédagogie parce que on voit assez régulièrement des levées de boucliers des habitants qui ne comprennent pas pourquoi on se démène pour offrir un peu de verdure ou des logements pas chers à des Parisiens en mal de nature, et eux ont le sentiment de ne ressentir que les effets pervers, que ça soit le prix de l'immobilier qui s'envole, que ça soit une question de fréquentation et de surfréquentation d'un certain nombre de lieux. Donc les habitants ont besoin d'être associés. Et puis il y a évidemment tous les acteurs locaux, alors que ça soit des acteurs institutionnels, publics, parapublics ou associatifs, qui quelque part contribuent ou peuvent contribuer à améliorer l'attractivité du territoire et à amener des idées, des moyens et surtout un certain nombre de preuves que le territoire a besoin d'utiliser pour appuyer son argumentaire et la démonstration qu'il est un territoire attractif. Est-ce que parmi toutes ces parties prenantes, il ne manque pas l'entreprise? Parce que tu le disais, allez, la communication publique, le secteur public n'est pas nécessairement acculturé au marketing. Il y a peu de gens qui ont fait une école de commerce, qui sont passés chez Procter ou chez Nestlé ou chez L'Oréal, et qui travaillent aujourd'hui pour des territoires. Est-ce qu'il ne manque pas, parmi toutes ces parties prenantes que tu viens de citer, l'entreprise qui pourrait, sans pour autant peser trop lourd, aussi mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et puis faire en sorte que on s'intéresse pour une fois aux potentiels clients qui sont de futurs habitants? Parce que ça aussi, tu le dis dans ton livre, on n'y pense pas nécessairement. Non, mais j'ai pas été assez précis, certainement. Évidemment, notamment si on est sur quelque chose qui tourne autour de l'attractivité économique, évidemment que le fait de travailler avec les entreprises est essentiel, notamment parce qu'on s'est aperçu que une fois de plus, le but de tout ça, si je parle uniquement du recrutement par exemple, l'objectif n'est pas, une fois de plus, de faire plaisir à des citadins en mal de bord de mer ou en mal de prairie ou de forêt. Le but, c'est de répondre aux besoins des entreprises locales sur leur recrutement. Et là, les territoires ont une mission à jouer qui est véritablement essentielle, qui est l'accompagnement des entreprises et la fourniture aux entreprises d'un volet territorial qui va venir parfois agrandir, accélérer, solidifier, amplifier la démarche que les entreprises font autour. Alors on peut parler du mot marque employeur, mais en tous les cas, sur cette marque employeur ou sur les arguments que les entreprises déploient pour recruter de nouveaux talents, il y a évidemment le cadre de vie, et c'est là que les territoires ont un rôle à jouer.
Alors justement, pourquoi selon toi est-ce qu'il faut repenser l'attractivité des territoires? Ça veut dire que tout ce qui a été fait auparavant était peut-être, on essayait d'essuyer les plâtres. Est-ce qu'il faut passer à un petit peu plus de modernité? Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi repenser cette attractivité selon toi? Alors, quand je dis repenser l'attractivité, évidemment, c'est un titre. C'est pas forcément une attaque sur 100% des actions menées depuis. Parce qu'en gros, on parle de marketing territorial en France depuis les années, on va dire des début des années 2000, 2005, et notamment lorsque le Grand Lyon a sorti une des premières marques territoriales en France, Only Lyon. Donc voilà, on sait qu'on a une vingtaine d'années de recul. L'idée, c'est plutôt de dire que d'abord, et on en a beaucoup parlé, on a sans doute été trop dans une approche communication et on a oublié de revenir aux fondamentaux et on a oublié que dans l'expression marketing territorial, il y a le mot marketing. Et donc ça, c'est essentiel de revenir aux sources même du marketing et de voir en quoi un certain nombre de principes utilisés une fois de plus depuis des décennies par le secteur marchand peuvent être pertinents pour le secteur public et pour la promotion des territoires. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a sans doute eu une approche parfois très rationnelle, très appuyée sur les performances du territoire. On a décrit physiquement le territoire, on a aligné un certain nombre de chiffres clés, de performances, de bons chiffres dans les classements, en oubliant que parfois, ce qui fait qu'on a envie d'aller vivre dans un territoire, c'est pas parce qu'il est classé dans le top 3 des territoires les plus machins, c'est parfois totalement irrationnel, c'est parfois un coup de cœur, c'est parfois un coup de foudre, et le simple fait de se dire, ben voilà, j'ai passé par exemple des vacances sur tel territoire et je me suis senti bien. Alors évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien sur un territoire ou pas? En tous les cas, ça veut dire qu'on a à ouvrir quelque chose de plus affectif dans les relations qu'un territoire veut tisser et avec ses habitants et avec de potentiels nouveaux venus pour aller vers quelque chose qui mette en avant beaucoup plus le capital immatériel des territoires. Ce qui veut dire que selon toi, un territoire a une âme, parce que tu viens de le dire à l'instant même, beaucoup de gens ont montré les muscles. On est la 3e ville où il fait le meilleur vivre. C'était le cas de Rennes il y a quelques années ou de Nantes, rappelle-toi. Puis bon, aujourd'hui les choses changent. Il y a aussi beaucoup de data économique, comme tu le dis très justement. Et puis en fait, on s'aperçoit que des fois on a le coup de foudre. Alors, je sais pas, évidemment pour une région, pour ses paysages, la question ne se pose pas. Mais on a aussi le coup de foudre pour les gens. Au final, ces campagnes de marketing territorial, elles sont exactement comme toutes les campagnes de marketing qu'on fait dans le privé. Elles doivent aussi intégrer la fameuse émotion dont on nous parle tant depuis une vingtaine d'années aussi. Mais absolument, parce que une fois de plus, on est dans quelque chose qui est de l'ordre non pas de la persuasion rationnelle, mais parfois dans de la séduction. Et dans la séduction, il y a ce volet émotionnel et c'est lui qui peut être un déclencheur de se dire oui, tiens, c'est peut-être possible d'aller vivre dans ce territoire parce que j'ai le sentiment que je vais m'y sentir bien. Et qu'est-ce qui fait que je me sens bien sur un territoire? Alors évidemment, il y a le fait que ce territoire va répondre peu ou prou à un certain nombre de critères que je me suis posés, mais il y a aussi les gens, il y a aussi l'ambiance, il y a aussi la manière dont on est accueilli chez des commerçants, il y a la manière dont il y a une ambiance sociale qui existe, il y a des valeurs collectives. Quand on est sur des territoires où il y a assez traditionnellement une certaine ouverture à l'autre et une curiosité à l'autre, c'est évident que c'est pas du tout le même ressenti que lorsqu'on est dans un territoire plutôt fermé, plutôt méfiant, où l'autre est plutôt considéré comme une menace que comme une opportunité. J'intervenais récemment sur le département de la Mayenne, qui, depuis quelques années, a développé une attractivité touristique et qui se lance maintenant plus sérieusement dans l'attractivité résidentielle. Ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est que eux partent du principe que c'est le type de relations humaines de grande qualité qui se développe sur le département qui doit être leur meilleur argument. Et ça, là-dessus, ils s'appuient sur le retour qu'ils ont justement depuis quelques années sur le tourisme, où en gros, les visiteurs disent on est super bien accueillis, les gens sont ouverts, etc., etc. Donc voilà. Alors qu'on pourrait se dire, la Mayenne, il n'y a pas grand-chose, c'est la campagne, faut aimer ça, etc. Alors évidemment, il y a aussi des entreprises et c'est un département où il y a très peu de chômage. Mais en dehors de ça, peut-être que le plus important, c'est que c'est un territoire où on va être vraiment
accueillis et où on va pouvoir développer une notion qui m'est chère, qui est la notion de l'attachement au territoire. Alors, tu parlais de la Mayenne que je connais très bien parce que j'ai fait mes études non loin à Rennes. Il est évident, c'était il y a 30 ans, que quand on parlait de Laval, qui est le chef-lieu de la Mayenne, si je dis pas de bêtises, on Absolument. on pense au Stade Lavallois, Jean-Pierre Tempé, formidable, les années 80. Bon, c'est de l'équipe de football. On pense évidemment à Lactalis, qui est le numéro 1 mondial du lait. Cocorico, il est français. Mais on ne pense pas nécessairement à tous ces gens qui vous accueillent. Je vais être tout à fait sincère et je suis désolé pour nos amis rennais. J'ai fait mes études à Rennes School of Business, le SC Rennes à l'époque. Je n'ai jamais pensé, alors que j'adorais la musique et qu'il y a le fameux festival des transmusicales, je n'ai jamais pensé vivre à Rennes une seule minute. Lorsque je suis reparti de Rennes, je n'y ai remis les pieds que 28 ans après, c'est-à-dire l'année dernière. Est-ce que finalement, les habitants, au-delà de l'économie, au-delà de la facilité à trouver une école, à trouver un emploi, au-delà de la facilité à trouver un toit au-dessus de sa tête, est-ce que l'habitant, c'est finalement pas lui l'ambassadeur le plus incroyable de son territoire? Parce que arriver dans un bled où il se passe rien, où tout le monde te regarde bizarrement, tu es encore l'étranger, comme il y a 2 ou 3 siècles, mais t'as aucune envie de rester, ni de revenir, et encore moins de t'installer, Marc. Oui, alors j'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais il y a un certain nombre d'associations ou d'organismes qui accompagnent les territoires ou qui accompagnent des gens qui veulent changer de région. Je pense au site Paris, je te quitte, je pense au site Laou, et je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a des échecs d'implantation. Il y a des déménagements qui se font au bout de quelques mois. Et j'en parlais, alors c'est pas une concurrente directe, mais il y a Valérie Bohin qui anime un podcast qui s'appelle Ciao Paris et qui met en avant les parcours des personnes qui ont changé de région, qui dit que dans tous les témoignages qu'elle a eus, il faut à peu près 3 ans pour se recréer un réseau amical. Ça veut donc dire que ces 3 premières années, elles ont besoin d'être accompagnées et elles ont besoin d'une aide pour franchir un certain nombre d'étapes, pour se recréer un réseau amical, pour se sentir chez soi et se sentir en relation avec les habitants. Mais l'autre réflexion par rapport à ce que tu dis sur Rennes, c'est aussi un des principes fondamentaux, à mon sens, du marketing territorial, c'est que définitivement, on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut absolument cesser pour les territoires de penser qu'ils peuvent attirer tout et n'importe quoi simplement parce que ils ont une piscine, un théâtre municipal, il y a des forêts et que c'est la ville à la campagne et que c'est une ville à vivre. Voilà. Non, il y a toi, tu as eu cette réaction par rapport à Rennes, par rapport au développement de la ville. Visiblement, il y a un autre public qui, lui, se retrouve dans cette ville-là. Et donc, l'intérêt, et ça, c'est vraiment les choses à faire assez en amont avant de se lancer, ou en tous les cas, avant de vouloir s'afficher dans le métro, c'est pour qui, moi, territoire, pour qui suis-je le plus adapté? L'offre que j'ai à faire, elle correspond à qui? Et donc, il y a à la fois à aller rechercher la cible qui est la plus adaptée au territoire, mais il y a aussi à renoncer. Non, je peux pas attirer tout le monde. Non, je peux pas attirer et des étudiants, et des jeunes cadres, et des familles, et des retraités. Voilà. J'ai un segment de cible, j'ai un cœur de cible particulier à viser, et donc je dois analyser absolument pour qui je suis le plus adapté. Marc, tu imagines à quel point c'est une révolution et un changement de logiciel? Parce que là, on parle de marketing le plus classique, tout simplement comprendre qui est sa cible et y adapter tous les services et tous les produits et évidemment la communication qu'on peut y apporter. Mais est-ce que tu penses que beaucoup de collectivités, au sens le plus large du terme, sont capables de penser ainsi aujourd'hui? Je pense qu'avec le recul, et là encore, il faut reconnaître qu'il y a une professionnalisation de cette activité d'attractivité qui depuis 20 ans s'est développée. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un certain nombre de territoires qui ont atteint une vraie maturité là-dessus, ça c'est clair. La plus grosse difficulté, sans doute, c'est là encore la confusion entre le développement d'un argumentaire d'attractivité et un discours de communication publique au service d'une institution, parce que le fait de dire « je ne parle pas à tout le monde », c'est vraiment aux antipodes d'un élu local. L'élu local, il a envie de plaire à tout le monde. Il veut que tout le monde soit satisfait et il veut que de la petite enfance jusqu'au 3e âge, tout le monde trouve que tous les services développés sont les meilleurs du monde.
Et il y a là un gros combat culturel et il y a une acculturation à faire auprès des élus pour expliquer que on n'est pas du tout dans la même démarche. Un argumentaire d'attractivité, c'est pas un bilan de mandat, c'est pas de glorifier ce qui a été fait. Alors, évidemment qu'on va utiliser un certain nombre de choses, mais peut-être qu'on va aussi utiliser, par exemple, des argumentaires dans la vie associative et pourquoi pas, et là, ça serait presque un crime de lèse-majesté, mettre en avant, par exemple, des associations qui sont opposées à l'équipe municipale en place. Alors, je dis municipal, ça peut être le département ou la région, parce qu'une fois de plus, on n'est pas là pour dire regardez ce que font les élus comme c'est bien fait. On est là pour dire regardez ce que le territoire a à vous offrir. Et sur ce territoire, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'acteurs autres que la collectivité qui se lance dans l'aventure. Je comprends très bien ce que tu me dis et tu as tout à fait raison. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les élus sont prêts à entendre ce genre de discours? Alors certains, oui, c'est comme toujours. Il y en a qui sont en avance et qui sont plutôt early adopters de ce genre de manière de penser. Mais tu penses que c'est réellement possible dans 10-15 ans, partout sur le territoire en France, d'arrêter de penser, allez, je vais être un peu brutal, mais d'arrêter de penser clientélisme finalement? Oui, alors je suis pas devin, donc je ne sais pas si ça arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. En tous les cas, il y a quelque chose qu'on constate, c'est que là encore, pour sortir simplement d'une vision avec vraiment des œillères focus sur l'activité d'une équipe à la tête d'une collectivité, on s'aperçoit que le mode collaboratif se développe de plus en plus. Que ça soit avec les habitants, mais que ça soit aussi avec des territoires voisins. Parce que quand on parle de territoire, alors là, j'y consacre un chapitre, mais on pourrait en disserter pendant des années. La notion de territoire, elle est aussi assez floue. Et en gros, on essaie de se dire que ce qui compte, c'est pas le territoire administratif, mais c'est plutôt le bassin de vie, le bassin économique, ou pour le dire autrement, le bassin qui est vécu réellement par les gens qui habitent et travaillent sur telle ou telle zone géographique. Et donc, il y a un certain nombre aujourd'hui de collectivités qui développent des collaborations avec des voisins sur le principe que on a en réalité des objectifs communs et ce qui bénéficie à l'autre va me bénéficier à moi. Je vais juste prendre un exemple pour le coup vécu. Il y a quelques années, lorsque j'étais à Caen-la-Mer, on voulait faire une opération de promotion de la qualité de la vie caennaise à Paris. Et on s'est aperçu que nos collègues du département du Calvados avaient la même idée. Et donc, est-ce qu'on allait s'amuser à faire chacun dans notre coin une opération de promotion pour l'un du Calvados, pour l'autre du territoire de Caen-la-Mer, ou est-ce qu'on n'avait pas tout intérêt à mutualiser nos efforts et à faire une seule opération? Évidemment, c'est ce qui a été fait, parce que, et le constat, il était absolument partagé, des gens qui habitent dans le Calvados viennent sur le territoire de Caen pour des tas de raisons, surtout parce que Caen a cette position, alors ça c'est particulier, mais voilà, d'une centralité à la fois des services publics, du CHU, de l'université, des commerces, etc., etc. Donc, en gros, peu importe où habitent les gens dans le Calvados, il y a des bénéfices qui vont être attendus à Caen. Et puis évidemment, si des gens habitent Caen, évidemment qu'ils vont se promener ailleurs dans le Calvados. Et un autre exemple, excuse-moi d'être un peu long là-dessus, mais c'est vraiment pour bien comprendre la démarche. Il se trouve que dans un certain nombre d'actions qu'on a menées pour Caen, et en particulier le fait de participer à Paris à des salons de l'emploi, on avait souvent comme voisin le département de la Manche. Et assez rapidement, on s'est dit peut-être qu'on pourrait faire des choses ensemble. Et la Manche nous disant, vous savez, nous parfois on utilise Caen comme argument parce que voilà, c'est pas si loin. Et moi je leur dis, vous savez, de temps en temps, nous on utilise le Mont-Saint-Michel, même si il est pas sur notre territoire, mais en tous les cas, il est pas si loin non plus. Et puis surtout, on a été regarder un peu les chiffres et on s'est appuyé à la fois sur des chiffres de la Chambre de commerce et sur les chiffres de notre agence d'urbanisme. Et on s'est aperçu qu'il y avait des milliers de personnes qui, tous les jours, parce qu'elles habitaient dans un département et travaillaient dans l'autre, faisaient cette navette et qu'en gros, la Manche et le Calvados, pour beaucoup de personnes, ça voulait pas dire grand-chose parce que en réalité, leur bassin de vie, il était beaucoup plus large. Et donc, on a décidé de faire des opérations. Il s'agit en l'occurrence de job dating à Paris en mettant en avant les offres de recrutement des entreprises locales, mais ensemble parce que, en gros,
ce qui bénéficie à l'un, une fois de plus, ça bénéficie à l'autre, et donc on a tout à gagner à travailler ensemble. Et ça, je crois que c'est une prise de conscience assez importante de la part des collectivités. Et puis ça ouvre évidemment, alors excuse-moi, je suis un peu long, mais ça ouvre aussi la porte à une réflexion qui est fondamentale aussi, qui est une espèce comme ça de hiérarchie des démarches d'attractivité. Si je suis une commune et que mon intercommunalité, puisque quasiment 100% des communes appartiennent à une interco, mais moi, commune, est-ce que j'ai besoin de développer une politique d'attractivité si l'interco le fait? Mais si l'interco le fait, est-ce qu'elle a besoin de le faire parce que le département le fait? Mais si le département le fait, est-ce qu'il a vraiment besoin de le faire parce que la région le fait, etc., etc. Donc, on sent bien qu'il y a une question là, non plus de superposition de démarches d'attractivité, mais de coordination de ces démarches d'attractivité, parce que sinon, évidemment, tout le monde va se marcher dessus. Et justement, cette coordination, alors tu en parles de manière très cool et ça ne m'étonne pas venant de toi, mais j'imagine que ça a dû être des tractations en coulisses qui ont été compliquées parce que la guerre des égos, les questions que tu as posées il y a quelques secondes font que parfois les gens reculent et puis les principes de précaution mêlés à un peu de courage ou au peu de courage plus exactement, pardon, de certains font que ces démarches n'aboutissent pas. Comment ça s'est passé très concrètement? Parce que ton exemple, il est, je trouve, absolument passionnant et fascinant pour celles et ceux qui se disent mais ouais, on a besoin d'aller un tout petit peu plus loin que notre précaré habituel. Alors, je pense que c'est multifactoriel. Il y a aussi évidemment un facteur humain. Quand je dis un facteur humain, je pense j'allais dire, à la force ou à la puissance de l'ego d'un certain nombre d'élus. Il se trouve que, alors il n'est plus président de Camp la Mer, donc je peux parler de lui. Le président avec qui je travaillais avait pas forcément beaucoup d'ego sur ces questions. Lui était sur qu'on soit 1, 2, 7, 8 sur la photo, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à des résultats concrets. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'a plus à travailler, enfin, évitons de travailler sur nos différences, travaillons sur ce qui nous rassemble, travaillons sur des bénéfices communs potentiels. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est montrer en quoi une démarche qui sera collective, et collective avec les acteurs qu'on évoquait en début d'entretien, mais aussi avec éventuellement d'autres territoires, en quoi cette démarche, elle va porter des fruits et que c'est ces fruits-là qui sont importants à mettre en avant et non pas ceux qui différencient et parfois dans de l'histoire ou dans de la tradition tel ou tel territoire. Donc ce qui veut dire que la bonne intelligence, elle est absolument fondamentale comme dans tout projet, qu'il soit public ou privé au final. Absolument. C'est à la fois une question de maturité politique, mais c'est aussi une question j'allais dire, de sensibilité personnelle. Une fois de plus, quand on parle de marketing territorial, on ne parle pas de marketing de collectivité, on parle bien de cette notion qu'on évoquait tout à l'heure de territoire. Et une fois de plus, si on dit que le territoire, c'est d'abord l'espace qui est vécu, eh bien, c'est intéressant d'analyser réellement ce qui est vécu. Et si je prends un exemple touristique, alors là, je renvoie, et pour ceux qui sont beaucoup sur LinkedIn et qui s'intéressent aux questions du tourisme, je renvoie aux différents posts de Jean Pinard, qui est un des spécialistes de la question et qui a rarement sa langue dans sa poche sur ces questions-là. C'est assez impressionnant de voir comment le tourisme a aussi, lui, besoin de révolutionner son approche et de travailler de manière beaucoup plus collective. Quel sens ça a d'avoir des offices de tourisme qui sont concurrents sur une même zone géographique ou sur ce qu'on appelle des régions naturelles, parce que ils ont des limites administratives, alors qu'en réalité, le touriste, il s'en fout un peu de savoir de quel office de tourisme il dépend. Lui, ce qui compte, c'est d'aller vers une destination. Et cette destination, dans la plupart des cas, elle s'appuie sur ce qu'on appelle la région naturelle. Voilà, si je vais visiter au hasard l'Aubrac ou le Larzac, je suis peut-être infoutu de savoir dans quel département ça se trouve. Ce qui compte, c'est la destination. Et donc là encore, les offices de tourisme auraient intérêt à dépasser les problèmes d'ego et à travailler de manière beaucoup plus collective. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que par exemple sur les volcans d'Auvergne et sur la région Auvergne, il y a un département il y a quelques années qui a pris ses responsabilités, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le Puy-de-Dôme, qui a fermé son office de tourisme et qui renvoie vers un site plus régional sur les volcans d'Auvergne, disant mais on n'a aucun intérêt à développer exactement la même offre et la même chose, d'autres le font très bien.
Donc éviter ce fameux maillage et surtout ces doublons administratifs, ce millefeuille, voilà, c'est le terme que je cherchais. Eh bien, ça peut aussi exister dans le tourisme, c'est une très bonne chose, un peu de pragmatisme. Alors, Marc, dans ton livre, tu écris que justement, repenser l'attractivité des territoires n'est pas un guide méthodologique pour mettre en place une stratégie de marketing territorial. Néanmoins, est-ce que tu peux donner à nos auditrices et auditeurs peut-être les grandes étapes pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis et faire plus une communication territoriale sans grand intérêt versus mettre en place une véritable stratégie de marketing territorial. Quelles seraient les grandes étapes selon toi ? Alors la première étape, alors moi j'en distingue 8 étapes, donc je vais essayer de pas faire un tunnel de 25 minutes là-dessus. En gros, je vais faire court. La première étape, et de manière un peu bizarre, c'est pas forcément l'étape la plus naturelle dans l'esprit du secteur public, c'est pourquoi j'ai besoin de me lancer dans une démarche de marketing territorial. En gros, quelles sont les difficultés que rencontre le territoire? Mais si je ne pose pas cette étude préalable, si je ne fais pas un diagnostic préalable sur quel est mon problème, en gros, je fais absolument n'importe quoi et je me fais plaisir, mais c'est absolument inefficace. Alors ce why dont parle tant Simon Sinek, hein, le fameux l'américain là, est-ce qu'il est profondément inscrit dans la tête des élus des différentes parties prenantes ? Ou est-ce que finalement, cette question qui peut paraître toute bête et qui est la première étape, finalement beaucoup de gens ne se la posent pas parce qu'ils se disent il faut le faire donc on y va. Et on a toujours fait comme ça. Oui, alors les choses sont assez partagées, mais en gros, oui, c'est pas une étape naturelle, ça se fait pas naturellement, c'est pas culturellement dans l'esprit des équipes en place. Et puis surtout, il y a une fâcheuse tendance pour les collectivités à faire du mimétisme et que parfois on se lance dans une démarche d'attractivité parce que le voisin l'a fait, parce que tel autre territoire l'a fait. Mais l'idée, elle est pas de suivre, elle est pas de se lancer parce que machin l'a fait, elle est de se dire quels sont mes besoins, de quoi ai-je besoin. Et quand je dis de quoi ai-je besoin, je parle au nom du territoire, mais aussi de tous les acteurs du territoire. Et une fois de plus, ça peut être les commerçants qui ont besoin de nouveaux clients, les entreprises qui ont besoin de recruter, etc., etc., etc. Est-ce que ça ne mobilise pas des tonnes et des tonnes de compétences et de forces ? Absolument, d'où le fait de travailler de manière collective, parce que on a besoin d'un certain nombre d'acteurs qui, chacun dans leur activité, ont une connaissance de leur marché, de leur segment d'activité, et c'est eux qui doivent faire remonter les informations. Ok. Deuxième étape, s'il te plaît. La deuxième étape, c'est en fonction des difficultés que j'ai analysées et qui me motivent à me lancer, c'est quels sont les objectifs que je vise. En gros, quel est le marché que je veux essayer de conquérir, marché ou part de marché, évidemment. Ça veut donc dire qu'il y a une troisième question qui arrive immédiatement derrière, c'est quelles sont les cibles que je dois viser. Et on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur quelles sont les cibles qui seraient les plus adaptées à l'offre que le territoire a à faire. Donc, ce qui veut dire ne pas plaire nécessairement à tout le monde et l'assumer. Mais absolument. La quatrième étape, c'est l'analyse de la concurrence. En gros, quels sont les territoires qui peuvent développer des arguments assez proches des miens et comment je vais faire pour me démarquer. Et là, une fois de plus, je veux pas faire l'insulte à tous les professionnels du marketing qui vont m'écouter et qui seraient peut-être même plus compétents que moi là-dessus, arrive la notion de plus-value de l'offre. Quelle est la plus-value que je peux donner à mon offre territoriale pour que, avec plusieurs territoires qui proposent la même chose, la mienne soit ressentie comme supérieure à celle des concurrents. Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, et ça va dans le sens que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi la phase de détection d'éventuels partenaires et de se dire, j'avais le sentiment qu'on était concurrents, mais peut-être que sur tel ou tel segment de marché, on peut travailler ensemble. Mais Marc, est-ce que j'en reviens toujours à cette guerre d'ego ? Alors tu en parlais, tu avais réussi à outrepasser tout cela quand tu étais à Caen-la-Mer, mais cette guerre d'ego entre élus, est-ce qu'elle vient pas au final tout foutre en l'air et de par le fait de dire mais non, on est forcément mieux que notre voisin. Je le vois avec un bled dans le Gers qui déteste un autre bled. Alors bon, évidemment, c'est des villes de 4000 habitants qui sont côte à côte. L'un est plus industriel, l'autre est plus touristique et culturel et ils se détestent et ils n'arrivent jamais à se parler. Finalement, est-ce que ces guerres d'ego sans intérêt ne sont pas en train de tout ruiner vis-à-vis de ce qui fait la différence ?
Écoute, je vais être plutôt positif là-dessus. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience, qu'il faut dépasser tout ça. Il y a aussi un certain nombre de travaux qui sont développés sur l'analyse, par exemple, des résultats de ces démarches d'attractivité. Alors, pour le coup, là, c'est la dernière de mes 8 étapes, mais on reviendra sur les précédentes. Et on s'aperçoit, et je pense à, par exemple, un économiste qui s'appelle Olivier Portier, qui travaille avec le site Laou, que j'évoquais tout à l'heure, et qui essaye de chiffrer les retombées économiques. En gros, une famille qui s'installe avec enfants sur un territoire, qu'est-ce que ça amène au territoire? Qu'est-ce que ça amène aux commerçants? Est-ce que ça crée des emplois? Est-ce que ça crée un usage supplémentaire, par exemple, une fréquentation supplémentaire d'associations culturelles, sportives, etc., etc. Voilà. Il y a moyen de chiffrer tout ça. Alors, tout ça est un peu complexe et je vais pas développer ça ici. Mais en tous les cas, ça veut dire que pour dépasser ces querelles d'ego, il y a aussi à s'appuyer sur ces travaux qui montrent aussi, par exemple, que l'urbain et le périurbain sont absolument liés et que des gens qui habitent en périurbain, ils vont faire leurs courses dans l'urbain. Donc, il y a des avantages pour tout le monde à tirer et que l'idée, c'est vraiment de développer un discours autour des bénéfices communs qui peuvent être attendus et de l'intérêt de travailler ensemble sur ces sujets-là. Alors ça, c'est la dernière étape, comme tu l'as dit. Mais alors, quelle est la 5e, 6e et 7e étape? Espèce de petit coquin, va. Alors, la 5e, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est la mobilisation collective qui je vais mettre autour de la table pour travailler l'attractivité que je veux développer. Et à l'intérieur de ça, c'est aussi, comme je le disais, pas simplement des partenaires extérieurs à la collectivité, mais c'est aussi un certain nombre de directions de la collectivité qui peuvent être concernées. L'idée, c'est de se dire que, par exemple, les arguments autour de la qualité d'accueil de la petite enfance, si on veut cibler un public de familles avec des jeunes enfants, il y a vraiment intérêt à aller chercher du côté de la direction qui s'occupe du secteur de la petite enfance pour aller chercher des arguments. Donc j'ai besoin de travailler aussi avec eux. La 6e étape, elle est alors, à mon sens, une des plus passionnantes, c'est le développement de l'argumentaire, ou pour le dire autrement, le développement du récit que je vais mettre en place. Et donc il y a à la fois le côté d'introspection, donc de travailler sur ce qu'est le territoire et sur son portrait. Et ça, c'est, tu l'as constaté, j'imagine, une grosse partie de mon bouquin sur le portrait identitaire et justement sur un portrait plus sensible qu'un portrait purement descriptif et d'alignement de performance. Et c'est d'aller chercher aussi au sein du territoire toutes les preuves qui vont démontrer que je ne suis pas uniquement dans l'auto-proclamation, mais que je peux amener par des gens, par des réalisations, par des projets, par des tas de choses, la preuve que oui, ce que je dis existe réellement. Alors, s'il te plaît, Marc, toi qui n'as pas vécu qu'à Caen-la-Mer, où tu travaillais pour Caen-la-Mer, tu as vécu en région parisienne, mais tu as aussi vécu dans une ville absolument magnifique qui est Saint-Étienne. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour illustrer ce propos, nous parler des fameux Lady Gaga ou tout simplement les Gaga, s'il te plaît? Parce que je pense que c'est justement ça, c'est un magnifique exemple qui va très bien illustrer ce que tu nous dis. Oui, je sais pas si je répondrai exactement à ta question, mais en tous les cas, c'est évident. C'était l'approche que j'ai développée lorsque j'étais à Saint-Étienne. C'est que ce qui fait la richesse de cette ville, c'est pas forcément sa qualité architecturale. 3 petits points. Mais c'est alors un peu, je vais faire un peu simpliste et court, mais c'est un peu comme dans le Nord, c'est la valeur humaine des gens. Et que moi, en bon parisien, lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, ce qui m'a frappé le plus, c'est la qualité de l'accueil et l'ouverture à l'autre. Et il se trouve que, et je peux multiplier les exemples, j'ai vérifié quasiment au quotidien, que ça soit parce qu'on demande son chemin dans la rue, le Stéphanois, il a peut-être du mal à vous expliquer, puis en plus un peu compliqué, donc montez donc dans la voiture, je vous emmène, parce que de toute façon, c'est mon chemin. Et puis si c'est pas mon chemin, c'est pas très grave, je ferai un détour et je suis pas 5 minutes. C'est une mamie dans le tramway qui se lève pour que les enfants puissent s'asseoir. Et il se trouve qu'en plus, elle a des bonbons dans la poche, donc elle va leur donner des bonbons. C'est le fait au bout de 3 jours où je vais boire un petit café après avoir emmené mes enfants à l'école, au bout de 3 jours, j'ai 5 minutes d'avance, j'ai un peu de temps, donc je demande un deuxième café, et le patron me dit, ça tombe bien, je voulais vous en offrir un.
Donc c'est ce sentiment qu'au bout de 3 jours seulement, je suis devenu un habitué. Pour l'avoir testé dans d'autres régions, il m'a fallu parfois plusieurs années avant que le café dans lequel je prenais mon café matinal s'aperçoive que j'étais devenu un habitué. Et donc, il se trouve que le surnom des Stéphanois, c'est les Gagas, et qu'on a évidemment travaillé sur l'ensemble de ces qualités collectives qui font que la vie à Saint-Étienne, là encore, je fais le cours et la réalité n'est pas toujours à la hauteur du discours, mais quand même, il y a un ensemble de valeurs et de qualités humaines qui font que oui, on peut se sentir très vite chez soi, se sentir à l'aise et en gros se sentir à sa place. Ce qui est plus compliqué, tu sais, c'est tous ces territoires qu'on se discours, ah oui, mais alors nous, on n'est pas comme d'autres, on n'accorde pas notre confiance immédiatement, mais une fois qu'elle est accordée, alors là, c'est pour la vie. Et là, ce qu'on a envie de leur dire, oui, mais alors vous allez mettre combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Alors si ça vous dérange pas, je vais aller dans un territoire plus artificiel peut-être, mais en tous les cas, ça va être beaucoup plus sympathique. Tu voulais dire, hein, tu voulais faire donc un petit coucou à nos amis bordelais, nos amis parisiens et nos amis bretons, c'est bien ça? Oh, je ne cite personne. Bon, moi je peux me permettre de le dire, les bordelais, je suis originaire de Toulouse, donc tout ça est totalement biaisé, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais, je peux prendre un exemple. Il y avait un article dans le Monde il y a quelques mois sur l'échec d'un certain nombre d'implantations de Parisiens à Marseille. En gros, alors, l'article est un peu orienté, donc peut-être que les choses sont pas aussi négatives que ça, mais on sent bien que la problématique, c'est de débarquer dans une ville avec ses propres codes et d'essayer de se recréer une manière de vivre telle que celle qu'on avait avant. Et donc, d'ignorer ou de pas suffisamment rechercher le mode de vie du territoire dans lequel on est. Et surtout, et c'est là qu'il y a un gros travail à faire de la part des territoires, de délivrer les clés de ce mode de vie. Comment je peux comprendre qu'il y a telle habitude de vie et pas telle autre? Et en gros, beaucoup de territoires ont développé ce qu'on va appeler des services d'accueil de nouveaux arrivants. Et donc, on prend en charge le fait de distribuer de la documentation, de faire visiter, d'aider à choisir l'école, trouver un logement, un emploi pour le conjoint, etc., etc. Mais pas mal de territoires aujourd'hui développent non plus des services d'accueil, mais des services d'hospitalité. Ça veut donc dire qu'ils ont compris qu'il fallait accompagner autrement que par un petit buffet de nouveaux arrivants et la distribution de prospectus. Il faut accompagner plus humainement des nouveaux arrivants, en particulier en leur délivrant les clés de la manière de vivre ici. Mais c'est, tu l'as sans doute vécu en changeant de région, c'est comment ça marche tes transports en commun, c'est quoi la meilleure boucherie du coin, qu'est-ce que je fais le dimanche avec mes enfants en bas âge, où est-ce que je peux me stationner gratuitement, quel est le meilleur chemin pour aller d'un endroit à un autre. Ah oui, c'est un peu plus long, mais en tous les cas, il y a moins de circulation. Enfin voilà, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Moi, quand j'ai quitté Paris pour aller à Saint-Étienne, puis Saint-Étienne pour aller à Caen, j'ai mis un peu de temps à comprendre les transports en commun, c'est pas le même nom, où est-ce qu'on achète les tickets, etc., etc. Donc, si on peut m'expliquer ça très vite, je vais gagner du temps et je vais me supprimer un certain nombre de difficultés. Je comprends parfaitement et je t'avoue que quand tu vas voyager à l'étranger, tu sais bien ce que c'est, tu aimerais aussi parfois avoir ce genre d'informations et c'est tout à fait valable dans ton propre pays. Quand tu changes de région, toi tu es passé de Paris à Saint-Étienne et maintenant à Caen-la-Mer, donc tu as non pas traversé la France, mais tu as fait en tout cas un très très beau triangle. Quelle est la nouvelle étape, s'il te plaît? Alors, ça n'est pas la dernière, puisque la dernière, on l'a dit, c'était analyser les résultats, mais quelle est l'avant-dernière étape, s'il te plaît? Alors, l'avant-dernière étape, c'est quel est le plan d'action que je vais mettre en œuvre. Et c'est là, enfin, et je rassure les communicants, qu'on va avoir besoin des communicants, mais pas que. Parce qu'il y a évidemment des actions de communication à mettre en place et un certain nombre d'outils à mettre en place. Je ne veux pas tous les détailler. Je sais pas, site internet, réseaux sociaux, vidéos, relations presse, événementiels, patati patata. Éventuellement, campagne d'affiches dans le métro, mais je recommanderais de garder l'agent pour faire des choses plus utiles. Mais il y a aussi, et là encore, on peut aller regarder ce qui se passe du côté du secteur marchand, à développer ce qu'on va appeler, il y a 2 types de marketing qui sont intéressants, et je crois que nos amis du secteur tourisme ont vraiment défriché la voie là-dessus. Il y a à la fois ce qu'on appelle le marketing expérientiel et à la fois le marketing des services. Donc le marketing expérientiel, c'est en gros le marketing de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe quand, si je suis dans le secteur marchand, un prospect rencontre une marque? Et donc, beaucoup réfléchissent à ça, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe, si je reviens à notre sujet, lorsque un potentiel
nouveau résident sur un territoire rencontre vraiment le territoire alors qu'il ne l'a vu qu'à travers un site internet ou qu'à travers des brochures. Et ça, c'est intéressant de décrypter cette rencontre. Donc, comment je peux l'anticiper pour faire en sorte que l'expérience à la fois soit positive, mais qu'elle confirme aussi les arguments que j'ai développés dans mon argumentaire. Et puis, le marketing des services, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place comme services qui vont faciliter l'arrivée, l'intégration de ces nouveaux résidents, seuls ou en famille, avec enfants ou sans enfants. Et donc, cette notion de développement de services, et je reviens par exemple à ce que je disais tout à l'heure sur la petite enfance, c'est là qu'on va aller aussi chercher qu'est-ce qui se passe aussi pour les habitants. Parce que les habitants bénéficient d'un certain nombre de services et c'est important que j'analyse ces services-là pour les mettre aussi au service des nouveaux habitants. Est-ce que je suis clair ? C'est parfaitement clair, Marc. Et tu vois, je pense que ce marketing territorial, c'est avant tout du bon sens. Alors, le bon sens, il n'est pas nécessairement près de chez nous, hein, contrairement à ce que disait la publicité de cette banque. Voilà, exactement. Mais très sincèrement, toi, quel plaisir tu prends dans ces 8 étapes que tu nous as décrites très rapidement? Encore une fois, ton livre, Repenser l'attractivité des territoires, n'est pas un guide méthodologique, hein. Vous allez voir, il y a énormément d'informations. Je vais mettre évidemment le lien dans la métadescription pour que vous puissiez l'acheter, mais c'est extrêmement dense. Sincèrement, c'est de l'ultra touffu, je vous le garantis. Mais justement, qu'est-ce que toi tu préfères dans toute cette stratégie d'attractivité du territoire? C'est quoi ton super kiff? Alors mon super kiff, c'est quand je parlais du portrait identitaire tout à l'heure, c'est un peu le sens même du livre, c'est de développer un portrait beaucoup plus sensible en développement et en allant rechercher justement le capital immatériel des territoires. D'autres parlent aussi de l'âme des territoires. Et c'est un travail qui est à la fois assez fastidieux parce qu'il est long, ça peut prendre plusieurs mois, mais c'est surtout un travail qui ne peut pas se faire si on ne va pas à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs locaux, qu'ils soient, une fois de plus, institutionnels ou pas. Mais il y a un travail comme ça d'introspection du territoire pour aller rechercher et faire vérifier par la population que ce qu'on est en train de déterminer comme atouts sont vraiment des atouts partagés aussi par les habitants, hein. On pourrait parler de totem commun, mais voilà, c'est de redéfinir ce bien commun, redéfinir ce qui fait qu'un territoire est ce qu'il est et qu'il est différent des autres territoires. Quand on parlait tout à l'heure du fait de se vendre plutôt à travers le développement de ses muscles et de ses performances, c'est un peu si je fais court, je veux dire que les territoires ont eu d'abord tendance à se vendre en essayant de répondre à ce qu'ils imaginaient, une espèce de fantasme comme ça du territoire idéal vu de la part des Parisiens ou des urbains. Et donc, les territoires ont tenté de se montrer qu'ils correspondaient à ce portrait robot du territoire. Et là, pour le coup, on est sur un discours qui est totalement banal. Il est absolument hors sol. Et donc, ça marche pas. Donc d'autres territoires ont compris que non, il fallait pas partir de cet hypothétique portrait robot, il fallait partir de son identité. Et c'est là qu'un certain nombre de territoires se sont un peu enfermés dans le côté descriptif, et puis d'autres ont développé, moi c'est une notion que j'ai retrouvée en philosophie et qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion d'ipséité. C'est évidemment qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis, mais surtout qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres. Et c'est ça qui est intéressant à aller chercher. C'est ça qui est intéressant à les développer, c'est de montrer en quoi, moi, territoire, j'ai des choses vraiment particulières et spécifiques à vous proposer, qui ne sont pas forcément supérieures et qui veulent pas forcément écraser les autres, juste, c'est différent. Si je reprends un exemple, là encore vécu sur Caen, une fois de plus avec l'agence d'urbanisme du territoire, il y a eu tout un travail fait de comparatif d'un certain nombre de territoires en France sur un certain nombre de critères. Et il se trouvait qu'au bout du bout, on a, sur le territoire de Caen, quelques jumeaux, j'allais dire numériques, dans le sens où il y a quasiment les mêmes chiffres. Angers, Orléans, Tours, Poitiers, etc., etc. Donc, si je suis sur les chiffres, nombre d'étudiants, nombre d'entreprises, nombre d'emplois, etc., etc., en gros, j'ai à peu près la même chose avant. Donc, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a des choses particulières. Par exemple, au niveau géographie, on était parmi ses concurrents directs, les seuls à être au bord de la mer. Il y a aussi des valeurs collectives, une culture particulière, et puis il y a une histoire particulière. Et cette histoire, elle n'est pas là pour s'enfermer
dans les traditions ou dans les c'était mieux avant. Elle est juste là pour dire, regardez d'où on est parti et regardez où on peut aller. Et en gros, on est dans une narration dynamique du récit de territoire qui n'est pas juste là pour se projeter bêtement dans l'avenir, mais qui est là aussi pour dire on a aussi des racines un peu plus profondes. Et je pense d'ailleurs qu'un certain nombre d'urbains ont besoin de ça, ont envie de se retrouver dans un territoire à forte identité. Alors quand je dis forte identité, ça ne veut pas dire forcément très identitaire, parce que ce mot identitaire, il peut avoir une coloration politique un peu brune qui n'est pas ma tasse de thé. Donc ce travail-là d'aller rechercher les fondamentaux du territoire et ce qui rend un territoire différent et spécifique par rapport aux autres, c'est vraiment un travail qui est absolument passionnant et qui demande aussi à s'interroger. Et là encore, c'est quelque chose qu'un certain nombre de territoires commencent à avoir en tête, de s'interroger aussi sur comment ça se passe, la vie quotidienne, aujourd'hui sur mon territoire. En gros, c'est l'idée, c'est se dire, mon territoire, il est attractif, peut-être parce que la qualité de vie sur mon territoire est véritablement intéressante. Et que c'est le bonheur des habitants sur ce territoire qui peut devenir mon meilleur argument. Mais justement, j'allais te le dire, c'est bien beau d'être proche de la mer. C'est vrai que c'est plus sympathique que de vivre dans les corons, de prime abord. Mais justement, je prends l'exemple du Nord. Le fameux accueil, ainsi que Saint-Étienne, bizarrement le Nord et Saint-Étienne, qui sont pas tout à fait aux mêmes endroits géographiques dans notre magnifique pays qu'est la France, c'était des villes et des cités ouvrières. Finalement, l'habitant, est-ce que c'est pas lui le plus bel ambassadeur? C'est celui dont tu vas tomber amoureux ou amoureuse? C'est celui qui va t'aider, celui qui va garder tes gamins, qui va te trouver un emploi? Au final, au-delà de l'histoire qui est évidente, au-delà de l'identité, et non pas du côté identitaire, hein, et tu as bien fait de le préciser parce que j'allais te reprendre dessus, mais au-delà de l'identité, de la culture, de l'histoire, de la géographie, finalement, Marc, pourquoi on adopte une région? Parce qu'on est adopté par les gens et qu'on les a adoptés nous-mêmes, non? Oui, et là encore, je citais là où Paris je te quitte, qui analyse aussi le vécu de personnes qui ont changé de région ou qui vraiment déclarent vouloir le faire et qui sont dans une démarche assez proactive là-dessus. Il y a quelque chose, et on va sans doute rejoindre aussi des problématiques de la relation qui a évolué depuis quelques années au travail et à l'emploi. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de avoir une utilité. J'ai envie de changer de région pour quitter. Là encore, hein, je le fais de manière un peu rapide, donc les spécialistes de la question m'excuseront d'être un peu au ciseau là-dessus. Si je veux changer de région et quitter une métropole, c'est aussi quelque part parce qu'il y a un besoin de quitter un certain anonymat, d'aller vers quelque chose où je pourrais avoir du lien social et au niveau professionnel, peut-être être dans une structure plus petite où mon travail va avoir un impact et je vais le voir, cet impact. Je vais pouvoir le vérifier. Donc, il y a aussi ces paramètres-là qui sont intéressants à prendre en compte. Eh bien, écoute, merci à toi, Marc. C'est absolument passionnant. Alors, je le répète, ton livre se prénomme, ton livre s'appelle « Repenser l'attractivité des territoires ». Il est chez Territorial Éditions, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Absolument. C'est un pavé. Alors, 200 pages, hein, c'est pas grand-chose de prime abord. Mais je peux vous le garantir, chers auditrices, auditeurs, moi je l'ai lu, c'est du lourd. Hein? Donc, prenez des notes. C'est non pas monsieur le professeur Marc Thébault, parce que Marc, c'est pas du tout ton style, mais honnêtement, si vous ne connaissez rien au marketing territorial, vous avez une bible. Encore une fois, ça n'est pas une méthodologie, mais je peux vous le garantir, moi qui ai fait du marketing, parce que c'est ce que j'ai étudié en école de commerce à l'ESCRN, Rennes School of Business aujourd'hui, j'ai retrouvé des choses que je connaissais parfaitement, mais que je n'aurais jamais pensé appliquer au territoire. Donc sincèrement, allez-y, achetez-le. Mais en tout cas, merci d'avoir défriché ce sujet. Finalement, tu l'as dit, c'est un petit vingtenaire, hein, le marketing territorial, pardon. Il a à peine 20 ans à tout casser. Oui, alors, comme sur beaucoup de questions, peut-être que des gens faisaient, comme Monsieur Jourdain de la Pro sans le savoir, du marketing territorial sans le savoir. Et par exemple, une fois de plus, sur le secteur touristique, il y a eu pas mal de choses. Mais en tous les cas, voilà, professionnellement, on va dire 2005, c'est vraiment l'entrée, j'allais dire, officielle du marketing territorial dans la collectivité. En effet, il y avait des Monsieur Jourdain du marketing territorial, ça j'en suis intimement convaincu. Donc tu cites Kotler,
Ça m'a fait plaisir parce que j'ai appris le marketing dans le Kotler et Dubois. Donc, comprenez bien, chers auditrices, auditeurs, que Marc sait très bien aussi parler de communication, ça vous l'avez bien compris, de communication publique, mais aussi de marketing territorial. Donc, il faut l'acheter, hein. Tu n'oublieras pas mon petit chèque, Marc, hein, mon petit pourcentage, s'il te plaît. Oui, on fera ça en liquide plutôt. En te remerciant. Bon, en tout cas, c'était absolument passionnant. Non, mais merci de ton initiative. Ah bah, je t'en prie et merci en tout cas d'avoir écrit ce livre qui à mon avis fera date parce que sincèrement, même s'il a à peine 20 ans, on l'a dit, même si ça se pratiquait à mon avis depuis bien plus longtemps sans qu'on ait codifié les choses, c'est absolument fondamental. J'ai une dernière question. Qui sont les personnes qui s'occupent du marketing territorial? Alors tu vas me dire que ça dépend, mais d'où ils viennent? C'est des marketeurs? C'est des gens qui viennent de collectivités plutôt communication, plutôt touristes, plutôt économiques? C'est qui? Eh bien, comme tu viens de le dire, c'est très varié. Chères auditrices, chers auditeurs, vous mettez 5 étoiles sur Apple, sur Spotify. Et Marc, évidemment, tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la com. Merci à toi encore une fois. Ah ben, avec plaisir. Et puis, très bonne journée à toi et merci d'avoir pris ce temps. Merci à toi. Et on a survécu à la tempête Benjamin, c'est déjà beaucoup quand même. Hein. Absolument. Écoute, le toit est toujours là, donc ça va. Bon, tout va bien aussi à Paris. Ciao, ciao.